C'est sans doute le plus grand coup de théâtre du XXe siècle. Il va faire basculer le destin de millions d'Européens et déclencher la Seconde Guerre mondiale. Le 23 août 1939, l'Allemagne nazie et l'Union soviétique concluent un pacte de non-agression baptisé du nom des deux signataires, pacte Ribbentrop-Molotov. Il s'agit du rapprochement invraisemblable de deux ennemis jurés et voués à la destruction mutuelle. Hitler et Staline. Mais ce pacte stupéfiant n'est pour l'Europe que le dénouement tragique d'une descente aux enfers qui a débuté 5 ans plus tôt. Adolf Hitler est persuadé d'obéir à une voix divine qui le rend infaillible et qui lui a ordonné d'édifier un État allemand brutal, impitoyable et de race pure. Il a aussi promis à l'Allemagne humiliée, amputée et désarmée après la défaite de 1918, qu'elle retrouverait sa puissance passée. Jusqu'où ira-t-il? Pour l'instant, il ne le sait pas lui-même. Mais dans son autobiographie romancée et livre-programme, Mein Kampf, Hitler expose sa vision du monde. Et lorsqu'il exige un espace vital pour le peuple allemand, c'est vers l'Est qu'il tourne son regard. Résolu à réduire les Slaves en esclavage et à éradiquer le communisme de la surface du globe, Hitler brûle d'engager un jour ou l'autre une lutte à mort avec l'Union soviétique et son maître, Joseph Staline. Staline est surnommé par sa propagande Vojde, le guide. Il règne depuis la fin des années 1920 sur l'Union soviétique, le plus vaste État de la planète, que le reste du monde traite en pestiféré, de peur de la contagion communiste. D'une nature terriblement anxieuse et suspicieuse, Staline se méfie comme de la peste du monde extérieur, de peur de la contagion capitaliste. Il a d'abord considéré qu'Hitler était un ennemi capitaliste comme un autre, avant d'admettre qu'il représentait un péril beaucoup plus inquiétant. Et Hitler n'est pas son seul problème. En Extrême-Orient, le Japon, qui mène une politique d'expansion coloniale agressive, a brutalement envahi la Mandchourie et menace maintenant les frontières de l'Union soviétique. Staline est obligé d'y concentrer des forces importantes,
alors que l'armée japonaise ne cache pas son intention de poursuivre son avancée au moindre signe de faiblesse de l'armée rouge. Cerné de dangers mortels, Staline veut briser son isolement et essayer de se rapprocher de ses vieux ennemis, les démocraties capitalistes françaises et britanniques. Compte tenu du climat de paranoïa qui règne entre l'Occident et l'Union soviétique, voilà un sacré pari à relever. Et pour réaliser cet exploit, Staline va compter sur le talent de son ministre des Affaires étrangères, Maxime Litvinov. Révolutionnaire de la première heure, Maxime Litvinov a été en 1919 le premier représentant de la Russie soviétique à Londres, alors qu'il ne connaissait rien à la diplomatie. Litvinov est vite devenu un diplomate accompli et extrêmement habile. C'est lui qui est parvenu à convaincre les États-Unis de reconnaître officiellement l'Union soviétique. Juif et farouchement anti-nazi, Hitler est pour lui un voyou qui ne comprend que le langage de la force. Litvinov est convaincu que tous les pays européens doivent former une alliance militaire et se montrer d'une solidarité sans faille. Cette politique qui porte le nom évocateur de sécurité collective est même devenue l'obsession de Litvinov. Et pour la mettre en œuvre, il espère tout d'abord obtenir le soutien de la France. La France est une grande puissance agitée par des scandales politico-financiers à répétition et qui souffre d'une instabilité gouvernementale chronique. Le Parti communiste, aux ordres de Staline, angoisse les gouvernants, tandis que l'extrême droite sème la pagaille et veut imposer un ordre fasciste. Mais son armée, sortie vainqueur de la guerre de 14-18, est considérée comme la meilleure du monde. Litvinov veut ressusciter l'alliance franco-russe qui avait pris l'Allemagne en étau pendant la Première Guerre mondiale, en espérant que la crainte de l'Allemagne nazie l'emporte sur l'anticommunisme viscéral des responsables et militaires français. Litvinov trouve immédiatement un soutien inespéré chez le ministre des Affaires étrangères, Louis Barthou. Vieil anticommuniste de 72 ans, Barthou n'a plus aucun état d'âme dès lors qu'il y va de la sécurité de la France. Il sait qu'il a besoin de l'Union soviétique pour empêcher Hitler de nuire. Grâce au soutien de Louis Barthou, l'Union soviétique est ainsi officiellement admise à la Société des Nations. Un beau succès pour Litvinov, dont le pays n'est plus traité en paria par la communauté internationale. Et même si des dents grincent dans le gouvernement français, Barthou négocie avec Litvinov une alliance militaire qui devra être signée prochainement. Litvinov ne pouvait pas rêver mieux. Mais quelques semaines plus tard, Louis Barthou est la victime collatérale d'un attentat qui visait le roi de Yougoslavie. Dans la cohue, Louis Barthou a d'abord été accidentellement blessé par le tir d'un policier, puis évacué en catastrophe pendant que l'infirmier plaçait le garrot au mauvais endroit et provoquait une hémorragie fatale. Et alors que le cercueil de Louis Barthou est rapatrié à Paris, Maxime Litvinov se demande si ce n'est pas l'alliance militaire franco-soviétique que l'on va enterrer.
Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, les Britanniques se sont largement retirés des affaires européennes, sur lesquelles ils ne conservent qu'un regard lointain et indifférent. Leur diplomatie est tournée vers le grand large et la préservation de leur immense empire colonial. Profondément anticommunistes, ils perçoivent tout au plus Hitler comme un nationaliste un peu exalté qui ne menace absolument pas leurs intérêts. Bref, l'idée d'une alliance entre l'Angleterre et l'Union soviétique relève pour l'instant de la science-fiction. C'est pourtant la mission dont est investi l'homme de confiance de Litvinov à Londres, l'ambassadeur soviétique Ivan Maïski. Maïski et Litvinov se sont connus en exil à Londres avant la Révolution russe et sont restés liés par une profonde amitié. Maïski n'appartenait pas à l'époque au parti bolchevique, qui s'est finalement emparé du pouvoir, mais à la mouvance concurrente. C'était un menchevique, autant dire un traître. Une grave erreur de jeunesse que ne manque jamais de lui rappeler Staline et son entourage. Maïski est heureusement marié à une authentique bolchevique, Ania Maïski, une femme brillante et pétillante qui paraît toujours dans les plus belles toilettes à la mode londonienne. Juif et farouchement anti-nazi, Maïski a la diplomatie dans le sang. Il sait s'attirer la sympathie et les confidences de ses interlocuteurs, qualité indispensable pour gagner les faveurs d'un establishment britannique qui lui est par nature viscéralement hostile. Ivan Maïski s'est lié d'amitié avec le jeune ministre conservateur qui représente la Grande-Bretagne à la SDN, Anthony Eden. Physique de jeune premier, études à Oxford, Eden représente ce que l'upper class britannique peut produire de meilleur. Il parle 5 langues, dont le russe couramment. Et il est un peu plus ouvert d'esprit que ses collègues. Maïski le croit promis à un brillant avenir et a décidé de miser sur lui. À en croire sa propagande, Hitler ne désire que la paix. Mais il faudrait être sourd et aveugle pour le croire. Même les nouvelles autoroutes ont un intérêt militaire. Mais pour l'instant, il ne dispose que de la seule petite armée autorisée par le traité de Versailles, qui lui interdit également tout armement moderne. Le 26 février 1935, Hitler ordonne à son second, Hermann Göring, la création d'une armée de l'air moderne et viole pour la première fois ses obligations internationales. Seulement 2 semaines plus tard, il transgresse un nouvel interdit en annonçant le rétablissement du service militaire. Les ministres anglais venant de Londres arrivent à Tempelhof, aérodrome de Berlin. Cette fois, le gouvernement britannique se décide enfin à réagir. Le ministre des Affaires étrangères, John Simon, et Anthony Eden sont envoyés à Berlin pour ramener Hitler à la raison. Ils arrivent à la chancellerie du Reich, confiants dans la réussite de leur mission. Bientôt suivi d'un Hitler remonté comme une pendule. Hitler va refuser crûment d'interrompre le réarmement de l'Allemagne. Totalement inflexible, il va même se vanter en prétendant que son armée de l'air est déjà au même niveau que l'aviation britannique. Hitler ment comme un arracheur de dents pour semer la confusion. Mais les 2 Britanniques le croient et vont rapporter cette information à leur gouvernement, où va subitement régner un vent de panique. Ce qui n'échappe pas à Ivan Maïski, qui profite immédiatement du désarroi britannique pour inviter John Simon et Anthony Eden à Moscou.
Moscou. Autant dire la planète Mars pour des ministres britanniques. John Simon refuse catégoriquement. Anthony Eden, lui, est intéressé. Et il est autorisé du bout des lèvres par son gouvernement à accompagner Maïski. Maxime Litvinov est très sceptique sur ce ministre de second ordre. Il représente l'avenir, lui répond Maïski. Et puis de toute façon, nous n'aurons pas mieux. En attendant l'arrivée d'Anthony Eden et Ivan Maïski, Litvinov s'entretient avec l'ambassadeur britannique. Maxime Litvinov veut prouver à son invité que les communistes sont des gens fréquentables. Premier pas, espère-t-il, en vue d'une alliance avec l'Angleterre. Litvinov et Maïski entraînent avec fierté Anthony Eden dans le métro de Moscou, qui vient juste d'être inauguré, histoire de souligner que les soviétiques sont tournés vers le progrès. Et histoire de montrer qu'ils sont eux aussi attachés aux traditions, le mythique théâtre du Bolchoï donne une représentation spéciale en l'honneur du ministre britannique. Mais c'est le lendemain matin que doit avoir lieu le grand événement. À ce jour, aucun responsable occidental n'a encore jamais rencontré Staline. Anthony Eden pénètre au Kremlin, accompagné de l'ambassadeur britannique, de Litvinov et Maïski. La rencontre a lieu dans le bureau de Molotov. Chef du gouvernement soviétique, proche parmi les proches de Staline, Molotov se méfie comme de la peste de la politique que Litvinov mène avec les États capitalistes. Maïski, en dépit de son sourire, a une boule au ventre. La présence de Staline a toujours tendance à l'angoisser. Quant à Eden, il éprouve une certaine jubilation à être le premier à rencontrer Staline. Une fois que les caméras sont sorties, Anthony Eden improvise un petit discours amical de circonstance. Oui, le couple Staline. Nous sommes 6 dans cette pièce. Supposons que 5 d'entre nous concluent une alliance militaire. Et supposons que le camarade Maïski décide d'attaquer un membre de notre alliance. Que se passerait-il? Il fallait que ça tombe sur moi, se dit Maïski vers lequel tous les regards se braquent maintenant. Staline se lève. Eh bien, si le camarade Maïski osait nous attaquer, par la combinaison de nos forces militaires, nous lui donnerions une correction bien méritée. C'est cela, la sécurité collective. Je vois, répond Anthony Eden. C'est d'ailleurs pourquoi le camarade Maïski se conduit toujours si humblement, plaisante Molotov pour clore la démonstration de Staline. Litvinov et Maïski raccompagnent Eden à la gare, en espérant que sa rencontre avec Staline portera ses fruits. Mais dès qu'il sera de retour à Londres, Eden rapportera à son gouvernement toute sa perplexité et qualifiera Staline d'homme asiatique au caractère détaché et cruel. Pour les Britanniques, les Soviétiques demeurent avant tout des communistes, avec lesquels un rapprochement est impossible. Pendant ce temps, les craintes de Litvinov concernant la France se confirment. Le nouveau gouvernement a bien enterré l'alliance militaire franco-soviétique en même temps que Louis Barthou.
Depuis Londres, Maïski informe Litvinov que ce sont en réalité les Britanniques qui ont dissuadé les Français de finaliser l'accord militaire avec les Soviétiques. Depuis la mort de Barthou, la France n'a plus de diplomatie indépendante des Britanniques. L'état-major français, totalement paniqué par la vitesse du réarmement allemand, est convaincu de son incapacité à vaincre Hitler sans l'aide d'alliés. Et lorsqu'elle pense à des alliés, la France compte par-dessus tout sur la Grande-Bretagne. Mais les Britanniques, qui assurent bien entendu les Français de toute leur sympathie, refusent obstinément de s'engager dans une alliance militaire avec des Français en qui ils n'ont pas du tout confiance. La diplomatie française n'a donc plus qu'une seule préoccupation, tout faire pour plaire aux Anglais. Et elle s'alignera désormais systématiquement sur leur volonté. Pendant ce temps, Hitler a confié à cet homme une mission spéciale auprès des Britanniques. Il s'appelle Joachim von Ribbentrop. C'est un parvenu sans scrupules et très imbu de lui-même, un ex-négociant en vin et spiritueux qui fait une carrière tardive mais fulgurante dans l'entourage d'Hitler. Ribbentrop propose aux Britanniques d'accepter que l'Allemagne reconstitue sa marine de guerre et s'engage en échange à la limiter de telle sorte que la Royal Navy demeure la première marine du monde. Ce faisant, Hitler tente un coup de poker particulièrement grossier qui vise à faire passer une troisième transgression du traité de Versailles. Mais à la surprise générale, les Britanniques acceptent. Et ainsi, sans même avoir pris la peine de prévenir quiconque, l'Angleterre autorise l'Allemagne nazie à se doter d'une marine de guerre. Maïski est consterné par cette décision qui sape tous les efforts en faveur de la sécurité collective. Staline y voit la preuve d'un complot des Anglais et des nazis contre l'Union soviétique. Même Litvinov, à court d'arguments auprès de Staline, cède au découragement. « Il faut rester patient », lui écrit Maïski. « Je suis certain que les Britanniques vont vite comprendre qu'ils ont fait une grosse bêtise en lâchant la bride à Hitler. » Le 16 septembre 1935, au cours du congrès annuel du parti nazi, le régime proclame les lois raciales. Les Juifs allemands sont désormais privés de leur citoyenneté, ce qui ouvre la porte à tous les excès, violences et expropriations. Pris au piège dans leur propre pays, ceux qui le peuvent prennent la fuite ou mettent leurs enfants en sécurité en France et en Grande-Bretagne. Nul ne peut plus désormais feindre d'ignorer la vraie nature du nazisme. Pourtant, depuis son ambassade, Ivan Maïski constate que les conservateurs britanniques s'abstiennent de dénoncer publiquement ces lois raciales. Sauf un. Littéralement révulsé par l'antisémitisme, Winston Churchill ne cesse depuis des années d'alerter ses collègues et l'opinion publique. Il faut arrêter Hitler par tous les moyens avant qu'il ne soit trop tard. Mais Churchill prêche dans le désert. Après une longue carrière ministérielle à son actif, jugé surdoué mais incontrôlable, il passe dans son propre camp pour un original et pour tout dire, un emmerdeur. Toujours aussi isolé, Staline est décidé à faire savoir qu'il en coûtera très cher à quiconque osera s'en prendre à l'Union soviétique. L'armée rouge représente sur le papier une force titanesque. Mais les Japonais, comme les Européens, avec une certaine arrogance, doutent de son efficacité. Staline ordonne de gigantesques manœuvres en Ukraine et y convie tous les observateurs étrangers.
Et l'armée rouge montre tout son savoir-faire. Offensive éclair combinant l'infanterie et les chars, avec un soutien aérien massif pour littéralement disloquer le front adverse. Utilisation sur les arrières de l'ennemi d'une arme nouvelle à laquelle les armées occidentales ne croient pas. Les parachutistes. Le général britannique qui assiste aux manœuvres n'en croit pas ses yeux et rapporte à son gouvernement. Non seulement l'armée rouge dispose de plus de chars et d'avions que tous les pays du monde réunis, mais sa supériorité technique est écrasante dans tous les domaines. Le 7 mars 1936, Hitler ordonne subitement la remilitarisation de la Rhénanie, la région allemande frontalière de la France, dans laquelle toute présence militaire est strictement interdite. Il bafoue pour la 4e fois le droit international et la propagande nazie impressionne le monde entier en montrant l'accueil de la population allemande. Mais sur ce coup-là, Hitler a la trouille. Il n'a envoyé que 3000 soldats auxquels il a ordonné de se retirer immédiatement en cas de réaction française. À Paris, le Premier ministre, Albert Sarraut, est fou de rage. Il ordonne au chef de l'armée française, le général Gamelin, d'expulser immédiatement les troupes allemandes. Mais Gamelin refuse d'obéir, tant qu'il n'a pas la certitude d'être soutenu par les Anglais. À Londres, Maïski câble à Litvinov qui est à Genève. Ici, c'est le week-end. Impossible de rencontrer un ministre. Mais après lecture des journaux, je peux déjà te dire que les Anglais sont d'humeur à laisser faire Hitler. À la Société des Nations, Litvinov avertit l'Assemblée. Mein Kampf nous enseigne que l'Allemagne est déterminée à dominer l'Europe par tous les moyens. Il faut maintenant une réaction collective pour s'y opposer avant qu'il ne soit trop tard. Et comme aucune voix ne se joint à la sienne, Litvinov interpelle vertement Anthony Eden. « Je ne vois pas l'intérêt de ce qui se passe ici. Nous ne faisons qu'attendre les bras ballants. Si nous unissions nos forces, l'Allemagne rentrerait dans le rang. » Il n'y aura aucune intervention armée pour s'opposer à la remilitarisation de la Rhénanie. En 3 ans, Hitler s'est débarrassé du traité de Versailles sans rencontrer la moindre opposition. Et il se sent désormais pousser des ailes. Et le 14 septembre 1936, devant 160 000 fidèles, il lance une grande croisade contre le communisme. Hitler a juré de détruire à la fois les Juifs et l'Union soviétique dans un combat à mort contre ce qu'il nomme le judéo-bolchevisme. Le dictateur fasciste Mussolini, qui a accédé au pouvoir bien avant les nazis, les a longtemps considérés comme une vulgaire contrefaçon antisémite du fascisme italien. Mais le Duce est tellement sidéré par les succès d'Hitler qu'il commence à reconnaître en lui le mal dominant. Et les deux dictateurs scellent une alliance qui renforce une fois de plus la position d'Hitler.
Quelques semaines plus tard, il confie à Ribbentrop la signature d'un pacte avec le Japon ouvertement dirigé contre l'Union soviétique. Hitler veut aussi étouffer toutes les tentatives de sécurité collective. Toujours au nom de l'anticommunisme, il va maintenant essayer de sceller une alliance avec la Grande-Bretagne. Il nomme un nouvel ambassadeur à Londres, l'inévitable Ribbentrop, désormais rival direct de Maïski pour gagner les faveurs de l'Angleterre. Ribbentrop est déterminé à obtenir cette alliance avec l'Angleterre le plus vite possible. Contrairement à tous les usages diplomatiques, Ribbentrop a décidé d'improviser un discours dès son arrivée. Le Führer pense que le seul danger qui menace l'Angleterre est le communisme. Le communisme est la plus terrible des maladies parce que les gens ne réalisent le danger que lorsqu'il est trop tard. C'est pourquoi le Führer veut devenir l'ami de la Grande-Bretagne. Dès le lendemain, même la presse la plus anticommuniste se scandalise du discours de Ribbentrop, en rappelant que la Grande-Bretagne est une démocratie, dans laquelle les communistes ont le droit de vivre et de s'exprimer. Ivan et Ania Maïski s'amusent des réactions incendiaires qui prouvent que l'ambassadeur nazi ne comprend vraiment rien aux Anglais. Quand est venu le jour de présenter ses lettres de créance devant le roi, rapporte Maïski, Ribbentrop lui a fait le salut nazi devant 500 personnes au lieu de s'incliner comme l'exige le protocole. S'est-il seulement rendu compte qu'il venait d'offenser tous les Britanniques? Quant aux diplomates de l'ambassade d'Allemagne, ils sont littéralement effondrés par le fanatisme de leur nouveau patron, qui leur impose dorénavant de faire le salut nazi à chaque fois qu'ils croiseront un Britannique. En quelques semaines, Ribbentrop va accumuler tant de bourdes et de grossièreté que la presse britannique va le surnommer « Brick and Drop », inversion de « to drop a brick », faire une gaffe. Pendant ce temps, Ivan Maïski poursuit inlassablement son lobbying auprès de l'establishment britannique. Alors que l'anticommunisme est l'un des fonds de commerce favoris des journaux anglais, Maïski parvient à nouer des relations d'amitié avec tous les patrons de presse. Et, chose incroyable, les journaux les plus vendus d'Angleterre vont peu à peu cesser leur campagne anti-soviétique. Au cours d'une soirée, Maïski rencontre enfin Churchill qui se rue sur lui. « Le nazisme a tout changé », lui dit-il. « L'Union soviétique n'est plus une menace. Il nous faut de toute urgence mener une politique de sécurité collective. » L'alliance entre l'Union soviétique et l'Angleterre est désormais pour Maïski une certitude. Ce n'est plus qu'une question de temps. C'est alors que Neville Chamberlain est nommé Premier ministre. Maïski ne le connaît pas bien, mais il ne tarde pas à en apprendre beaucoup plus. Chamberlain entre dans la catégorie des ignorants qui pensent avoir toujours raison. Condescendant et cassant envers ses interlocuteurs, c'est un spécialiste des questions financières qui ne connaît strictement rien en politique étrangère. Il considère les communistes comme des êtres perfides avec lesquels il ne faut avoir aucune relation et qualifie en privé l'ambassadeur Maïski de dangereux petits juifs. Mais Maïski ne s'est pas trompé sur le destin d'Anthony Eden, qui est nommé ministre des Affaires étrangères. Eden est désormais opposé à toute conciliation avec Hitler. Mais Chamberlain a décidé de mener une politique d'apaisement avec les nazis
qu'il va inaugurer avec un autre ministre, Lord Halifax. Lord Halifax. Celui-ci, Maïski le connaît bien, et il embrosse le portrait pour Litvinov. Aristocrate qui débite des platitudes, totalement indifférent au sort des autres pays du monde, est très hostile à l'égard de l'Union soviétique. Tel un éclaireur, Halifax entreprend un voyage privé en Allemagne. Halifax doit d'abord rendre une visite de courtoisie à Hermann Göring. Göring est numéro 2 dans l'ordre protocolaire nazi. Redoutablement intelligent, c'est aussi un être à l'égocentrisme infantile et à l'esprit totalement désaxé. Au cours d'une agréable matinée, le dignitaire nazi annonce à l'aristocrate anglais qu'Hitler a décidé d'annexer l'Autriche. Halifax répond que la Grande-Bretagne ne s'y opposera pas, pourvu que ça ne cause pas trop de désordre. Cette réponse ravit Göring, qui va s'empresser de rapporter à Hitler que les Britanniques lui laissent le champ libre en Autriche. Puis, Halifax doit être reçu au Berghof, la résidence privée d'Hitler dans les Alpes bavaroises. À peine descendu de voiture, il laisse négligemment son chapeau à celui qu'il prend pour un laquais. Avant de se rendre compte de sa méprise, et qu'Hitler lui rende son chapeau. De son voyage, Halifax rapportera l'impression suivante. Les nazis sont certes nationalistes et racistes, mais si nous étions à leur place, nous éprouverions la même chose. En désaccord avec la politique d'apaisement, Anthony Eden démissionne du ministère des Affaires étrangères et part en vacances avec son épouse. C'est un coup dur pour Maïski, qui vient de perdre sa seule entrée au gouvernement, immédiatement suivi d'un second coup de bambou. C'est cet empoté d'Halifax qui remplace Eden. Mais ce déluge de mauvaises nouvelles n'est rien à côté de l'épreuve terrifiante qui attend Maïski et son patron Litvinov. Le 30 juillet 1937, Staline appelle secrètement à l'élimination de tous les éléments contre-révolutionnaires et fixe des quotas d'arrestation et de condamnation à mort dans chaque région du RSS. Il a décidé de purger toute la société soviétique. Nul ne doit être à l'abri, précise-t-il à Nikolai Yezhov, l'exécuteur en chef responsable de l'opération. Staline montre l'exemple en autorisant la purge de ses propres belles-sœurs et beaux-frères. Les responsables locaux s'engagent alors dans une course au rendement pour contenter Staline et vont vite dépasser les quotas. La machine s'emballe et tue à la chaîne 750 000 personnes arrêtées au hasard. Les fonctionnaires des affaires étrangères sont eux-mêmes particulièrement visés et de nombreux collaborateurs de Litvinov vont disparaître du jour au lendemain. Certains vont préférer se suicider pour échapper à l'incertitude. Staline décide aussi de s'en prendre au seul atout international qu'il possède aux yeux du monde, l'état-major expérimenté et ultra qualifié de l'armée rouge. Tous ces excellents généraux, sans exception, seront arrêtés au motif délirant de complots militaires fascistes, affreusement torturés et exécutés après avoir avoué leurs prétendus crimes
en échange de la promesse que Staline épargnera leur famille. Promesse que Staline ne tiendra pas. Il fera ensuite éliminer 4 officiers supérieurs sur 5 et laissera une armée rouge totalement décapitée. C'est une catastrophe pour la diplomatie soviétique. Pourquoi les Anglais et les Français iraient maintenant s'allier avec un canard sans tête et un dirigeant capable de mutiler sa propre armée? Même Hitler est choqué. Ce type est fou, confie-t-il à son entourage. Parole d'expert. Le travail de Litvinov et Maïski est devenu presque impossible. Eux qui sont au contact du monde extérieur doivent sans cesse justifier, rassurer, mentir, tenir la ligne. Nous faisons face à un complot fasciste. L'élimination des ennemis de l'intérieur nous rendra plus forts. Maxime Litvinov se retrouve lui-même sur la liste d'un complot imaginaire. Mais heureusement pour lui, la veuve de Lénine est aussi sur cette liste. Et même s'il la déteste, Staline recule, ce qui sauve Litvinov. Quant à Maïski, il vit dans la terreur, d'autant qu'il a, lui, des choses à se reprocher. Pour rassurer et parfois influencer Staline, il n'a pas hésité à falsifier certains rapports diplomatiques. C'est de la haute trahison. Et si cela venait à être découvert, il n'aurait aucune chance de s'en tirer. Pour un dignitaire nazi, être invité au Berghof est l'honneur suprême. On peut y côtoyer le Führer en toute décontraction. C'est surtout l'endroit où les grandes décisions se prennent. Le cœur du pouvoir. Ribbentrop fait désormais partie des habitués du Berghof. Il s'est fait une place parmi le petit cercle de dévots fanatisés qui rivalisent de ferveur autour de leur Führer. Au début de l'année 1938, Hitler nomme Ribbentrop ministre des Affaires étrangères du Troisième Reich. Puisqu'il n'y a personne pour l'arrêter, Hitler s'empare de l'Autriche 6 mois avant la date qu'il s'était fixée. Si Hitler a décidé de précipiter l'annexion de l'Autriche, c'est que l'économie allemande ne parvient plus à supporter le rythme effréné du réarmement. Et plutôt que de ralentir le rythme, Hitler a décidé de s'emparer au plus vite de toute l'industrie autrichienne. L'annexion de l'Autriche n'est que la première étape d'une entreprise de prédation où chaque conquête viendra désormais renforcer sa machine de guerre. Churchill avertit inlassablement son propre gouvernement. Il sera bientôt trop tard. Que ferons-nous lorsque l'armée allemande sera plus puissante que l'armée française? Maxime Litvinov réclame à nouveau que les Européens se joignent à l'Union soviétique pour contenir Hitler avant qu'il ne soit trop tard. Mais ce n'est toujours pas la politique des Britanniques, aveuglément suivie par les Français. En France, Édouard Daladier est nommé président du Conseil. Une fonction qu'il endosse comme un fardeau. Daladier est un ancien combattant à jamais écœuré de la guerre, totalement lucide sur l'imminence d'un nouveau conflit avec l'Allemagne. Autrefois de caractère pugnace, c'est désormais un homme indécis, profondément déprimé depuis le décès de son épouse, et qui sent souvent le pastis tôt dans la journée. Comme tous ses prédécesseurs depuis 4 ans, il fait de l'alliance militaire avec la Grande-Bretagne sa priorité absolue. Alliance que Chamberlain continue obstinément de lui refuser.
Quant au ministère clé des Affaires étrangères, il est maintenant occupé par un partisan de la conciliation à tout prix avec Hitler, Georges Bonnet. Réputé dissimulateur et fuyant, c'est un intrigant dont l'un des passe-temps favoris est de faire courir des rumeurs sur les uns et les autres. En Europe, ceux qui en ont la chance peuvent s'échapper quelques semaines pour une pause estivale bien méritée. Les vacances seront toutefois très encadrées et laborieuses pour la plupart des jeunes Allemands. Tandis que la classe moyenne anglaise s'agglutine à Brighton pour des bains de soleil, entrecoupés des traditionnelles pluies éparses. Ivan et Ania Maïski passent toujours l'été sur les bords de la mer Noire à Sotchi. Sotchi est la station balnéaire des responsables soviétiques. C'est l'endroit où il faut absolument passer ses vacances pour cultiver ses relations. Surtout dans le contexte des purges qui n'en finissent pas. Mais cette année-là, il n'y a aucune trace des Maïski à Sotchi. Ivan Maïski a été arrêté à Moscou. On lui a annoncé que 2 de ses collaborateurs avaient avoué sous la torture des éléments très compromettants pour lui avant d'être exécuté. Maïski doit maintenant avouer ses crimes par écrit. Staline jugera. Quant à Litvinov, il a été placé sous la surveillance d'une commission spéciale composée de Staline et sa garde rapprochée, dont l'inévitable Molotov. Molotov reste opposé à toute idée de sécurité collective. Laissons les capitalistes et les fascistes s'entretuer, tout cela ne nous concerne pas. Une stupidité sans nom pour Litvinov. Faire l'autruche n'empêchera pas Hitler de nous agresser. La sécurité collective est notre seule option. Quant à Staline, il est incapable de trancher entre Molotov et Litvinov. On ne sait pas quel crime Maïski a finalement avoué, mais il a été renvoyé à Londres. Staline estime avoir encore besoin de ses services. Au moment même où Hitler va tenter son plus gros coup de poker depuis son arrivée au pouvoir, il a décidé d'annexer une partie de la Tchécoslovaquie où vit une population germanophone, la région des Sudètes. Mais la Tchécoslovaquie n'est pas seule. Elle est protégée par une double alliance militaire avec la France et l'Union soviétique. Depuis Moscou, Litvinov annonce que l'Union soviétique tiendra ses engagements et défendra la Tchécoslovaquie, et appelle les Français à une conférence d'état-major. Appel auquel le ministre Georges Bonnet ne répond même pas. Les Français, comme toujours, attendent de savoir ce que feront les Anglais. Pour Maïski, la solution saute aux yeux. Il faut que la Grande-Bretagne s'engage elle aussi à défendre la Tchécoslovaquie aux côtés des Français et des Soviétiques. C'est même une occasion en or de stopper enfin Hitler. Et c'est bien ce qu'il a l'intention de dire au plus vite à Halifax, qui lui fait répondre qu'il n'a pas le temps de le recevoir. Ivan Maïski quitte alors Londres précipitamment en direction du domaine de Chartwell, dans le Kent. Il a décidé de s'adresser à la seule personne qui pourrait l'écouter et transmettre sa requête au gouvernement britannique. Chartwell est la résidence privée de Churchill. Maïski trouve Churchill occupé à des travaux de maçonnerie et lui expose immédiatement sa demande. « Si nous serrons tous les rangs, lui dit-il, Hitler n'osera pas. Et vous me demandez de transmettre discrètement votre suggestion à Halifax ?» lui répond Churchill. « Non,
Pas discrètement. Je vous prie de transmettre officiellement la requête du gouvernement soviétique auprès du gouvernement britannique. Vous voulez que moi, je me fasse le porte-parole du gouvernement soviétique? Oui, moi, personne ne m'écoute. Et Churchill rentre à Londres pour se faire l'avocat des soviétiques auprès d'Halifax, qui commence lui-même à avoir de sérieux doutes sur la politique de Chamberlain. Mais Chamberlain a décidé d'agir seul et s'apprête à prendre l'avion pour la première fois de sa vie. Il est convaincu que lui saura raisonner Hitler et sauver la paix. Il est accueilli à l'aéroport de Munich par Ribbentrop. Le ministre d'Hitler n'a toujours pas digéré l'humiliation de son séjour à Londres et nourrit désormais une véritable haine contre les Anglais. Il a persuadé Hitler que Chamberlain n'était qu'une lavette incapable de lui faire front. Lorsque le Britannique arrive au Berghof, il est impressionné par la résidence d'Hitler, mais beaucoup moins par le dictateur lui-même, qu'il juge d'allure tout à fait quelconque. Les convives prennent d'abord le thé en échangeant des banalités. La discussion sérieuse va se dérouler dans le salon privé d'Hitler avec l'interprète du Führer pour seul témoin, pendant que Ribbentrop, écarté, passera le reste de la soirée à bouder. Pendant plus de 2 heures, Hitler va monopoliser la parole et vomir sa haine des Tchécoslovaques et de leur président qu'Hitler s'est juré de capturer vivant pour le pendre de ses propres mains. Le dictateur a décidé de s'emparer de toute la Tchécoslovaquie et il écrasera quiconque tentera de lui barrer la route. À bout de patience, Chamberlain se lève. Tout cela ne rime à rien. Dans ces conditions, mieux vaut que je parte tout de suite. Ce qui décontenance Hitler. Chamberlain se rassoit. Et le dictateur, subitement exténué, annonce alors qu'il consent à limiter ses exigences au territoire des Sudètes. Lorsque Chamberlain quitte l'Allemagne, il a convenu de céder les Sudètes à Hitler. En échange, le dictateur lui a promis de ne plus réclamer de nouveaux territoires à l'avenir. Et Chamberlain confie à l'un de ses conseillers qu'il lui semble qu'Hitler est un homme qui tiendra parole. I had a long talk with Herr Hitler. It was a frank talk, but it was a friendly one. And I feel satisfied now that each of us fully understands what is in the mind of the other. Ne reste plus qu'à régler une légère difficulté. Il faut que la Tchécoslovaquie accepte de se laisser découper en morceaux. Pour ce faire, Chamberlain convoque Daladier et Bonnet au 10 Downing Street. À sa sortie, Daladier, honteux mais soulagé, s'est soumis au plan de Chamberlain. Au lieu de soutenir son allié tchécoslovaque, il va faire pression sur lui pour qu'il accepte de céder pacifiquement les Sudètes. Maïski retrouve à la SDN un Litvinov consterné par cette nouvelle capitulation face à Hitler. Particulièrement irascible et à bout de nerfs, Litvinov ne s'avoue pas encore vaincu. Depuis des années, déclare-t-il, l'Union soviétique propose aux autres puissances européennes de s'unir pour établir une sécurité collective. Si tel avait été le cas, cela nous aurait épargné la crise actuelle. Aujourd'hui, nous sommes prêts à défendre notre allié tchécoslovaque. Mais il faut que la France tienne aussi ses engagements.
pour toute réponse, Georges Bonnet répand la rumeur insidieuse que Litvinov ment et qu'il n'a aucune intention de soutenir la Tchécoslovaquie. Bonnet assure même, ce qui est complètement insensé, tenir cette information de Litvinov en personne. Et les sournoiseries de Bonnet sont peu de choses, à côté du vrai casse-tête qui occupe Litvinov. L'armée rouge ne peut pas venir en aide à la Tchécoslovaquie tant que les soviétiques n'ont pas obtenu l'autorisation de traverser la Pologne. Et c'est bien tout le problème. Après leur prise du pouvoir, les dirigeants bolcheviques ont négocié en urgence la paix avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Le jeune pouvoir soviétique a alors été contraint d'abandonner de vastes territoires le long de sa frontière occidentale. Quelques mois plus tard, après la défaite militaire de l'Allemagne et la dislocation de l'Autriche-Hongrie, ces territoires ont pris leur indépendance. La Finlande, les 3 États baltes et la Pologne. La Pologne qui renaît ainsi après avoir été partagée pendant 146 ans entre 3 empires est farouchement attachée à son indépendance. Coincée entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique, la Pologne est désormais un État autoritaire dont la diplomatie est conduite par le colonel Beck, un étonnant personnage au nationalisme et à la folie des grandeurs attisé par l'alcoolisme. Encouragé par Hitler, le colonel Beck réclame lui aussi un morceau de la Tchécoslovaquie où vit une minorité polonaise. Autant dire qu'il est hors de question que les Polonais autorisent l'armée rouge à transiter par leur territoire. Pendant ce temps, le président tchécoslovaque, Edouard Beneš, subit une pression infernale des Français et des Britanniques qui menacent de l'abandonner à son sort. Et Beneš finit par accepter d'abandonner les Sudètes. Ainsi, pour sa seconde rencontre avec Hitler, Chamberlain estime maintenant être en mesure de lui offrir ce qu'il exige sur un plateau et sans effusion de sang. Mais Hitler va brutalement rejeter la solution pacifique et dans un état proche de l'hystérie, laissera 6 jours à toute la population tchécoslovaque pour évacuer la région, sinon il attaquera. Au revoir. En état de choc devant cet ultimatum incompréhensible, Chamberlain n'a plus qu'à plier bagage et rentrer chez lui. Dès le lendemain, la Tchécoslovaquie décide de mobiliser sa petite armée. Dans ces conditions, Daladier doit se résoudre à soutenir son allié tchécoslovaque et annonce la mobilisation de l'armée française à un pays encore traumatisé par la boucherie de 14-18. Cet engrenage fatal n'impressionne pas Hitler, qui déclare devant ses proches « Si la France et la Grande-Bretagne veulent m'attaquer, qu'elles le fassent, je m'en fiche ». Mais le seul qui continue à l'encourager est Ribbentrop. Tous les autres, y compris Göring, sont tétanisés par l'attitude irrationnelle de leur chef. Depuis plusieurs semaines, Göring œuvre dans le dos d'Hitler en lançant des appels désespérés à la seule personne qui serait susceptible de lui faire entendre raison, Mussolini. Le 27 septembre 1938, Chamberlain s'adresse à la population britannique et dit son désespoir d'avoir à préparer la guerre alors que Hitler venait d'obtenir pacifiquement ce qu'il exigeait. Maïski note alors dans son journal « Nous y voilà, les Tchécoslovaques vont résister, la France devra intervenir et nous soutiendrons la France. Maintenant, la guerre est inévitable. »
Mais 24 heures plus tard, Hitler accepte in extremis une proposition de son ami Mussolini. Une conférence organisée à Munich dès le lendemain entre l'Italie, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne. La Tchécoslovaquie n'est pas invitée. L'Union soviétique non plus. Si Hitler s'est laissé convaincre par Mussolini, il ne décolère pas en privé contre Göring, dont il sait qu'il a tout manigancé. En revanche, Ribbentrop, qui a accueilli Chamberlain à sa descente d'avion, n'en finit pas de monter dans l'estime de son Führer. Daladier arrive à son tour, convaincu que le sacrifice honteux de la Tchécoslovaquie n'offrira qu'un très court répit avant une guerre inévitable. Alors que les discussions débutent à Munich, la Tchécoslovaquie, abandonnée de tous, annonce que son armée renonce à résister, ce qui décontracte l'atmosphère. À Londres, l'ambassadeur tchécoslovaque, Jan Masaryk, rend visite à Maïski. Lorsqu'il est arrivé, dit Maïski, j'ai cherché des mots pour le réconforter. Et Masaryk m'a répondu en retenant ses sanglots. Ils nous ont vendus comme des esclaves. Et ainsi sont signés sous les auspices de Mussolini les accords de Munich qui autorisent Hitler à dépecer une partie de la Tchécoslovaquie, le seul État démocratique d'Europe centrale. Au passage, la Pologne obtient aussi le droit de s'emparer du morceau qu'elle convoitait. Chamberlain est subitement devenu un héros en Grande-Bretagne, et il a fait taire tous les opposants à sa politique d'apaisement. Which has now been achieved is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. Il est persuadé d'avoir sauvé la paix pour 10 ans, note Maïski, même si je pense qu'il se trompe lourdement. En apercevant la foule qui l'attend, Daladier est d'abord persuadé qu'on va le lyncher pour avoir trahi la Tchécoslovaquie. Lorsqu'il comprend que les gens l'accueillent en sauveur de la paix, il bougonne « les cons ». Dans l'euphorie générale, personne ne s'inquiète de la consternation des Soviétiques. Les Occidentaux ont ignoré avec mépris la main tendue par Litvinov et ont préféré pactiser avec Hitler. Moralement effondré, Maxime Litvinov a perdu toutes ses illusions. Les mains complètement vides après 5 ans d'efforts, il va devoir maintenant s'expliquer devant un Staline humilié et de plus en plus angoissé. Je te l'avais bien dit, lui glisse Molotov. Les Occidentaux sont en train de tourner Hitler contre nous. Maintenant, la preuve est là. Georges Bonnet trouve le moyen d'en rajouter en invitant Ribbentrop à Paris. Ce dernier, dont l'ambassadeur d'Allemagne pense qu'il est complètement fou, a exigé d'être mieux reçu que le roi d'Angleterre.
et Bonnet signent avec Ribbentrop un pacte de non-agression. Ribbentrop est ensuite invité à déposer une gerbe à croix gammée sur la tombe du soldat inconnu. Et pour flatter la vanité du nazi, Bonnet va organiser un grand banquet officiel où les 3 ministres juifs du gouvernement français ne seront pas conviés. Depuis Munich, Hitler est animé d'un sentiment de toute puissance. Et pour bien commencer l'année, il a invité un Polonais. Lorsque le colonel Beck débarque au Berkow, il fanfaronne encore de s'être emparé d'un bout de la Tchécoslovaquie. Il va vite déchanter. Hitler va exiger l'annexion du corridor de Danzig, cette bande de terre polonaise qui sépare la Prusse orientale du reste du Reich. En échange, lui promet Hitler pour la pâtée, j'offrirai à la Pologne toute l'Ukraine lorsque j'aurai anéanti l'URSS. Le colonel Beck refuse catégoriquement. Et Hitler décide qu'il écrasera la Pologne. Après avoir fait exécuter les 3/4 du comité central, Staline estime qu'il dispose maintenant d'un parti suffisamment renouvelé et met fin à la Grande Terreur. Désormais, les purges reviendront à leur rythme habituel de 10% par an. Dans son discours de politique étrangère, Staline laisse pointer toute sa frustration après Munich et sa hantise de se retrouver seul face à Hitler. En adoptant une formule alambiquée, il dit son refus de tirer les marrons du feu au profit des Occidentaux. Tirer les marrons du feu. Ribbentrop tourne et retourne cette expression de Staline et finit par avoir une illumination. Il se rend au Berkow pour la dévoiler à Hitler. Le dernier discours de Staline est un appel du pied, lui dit-il. Staline préférerait s'allier avec nous plutôt que de rester isolé, j'en suis certain. En signant un pacte avec lui, vous auriez les mains complètement libres en Europe. Un pacte avec les judéo-bolcheviks, lui répond Hitler. C'est complètement absurde. Il n'a pas pu s'en empêcher. Le 15 mars 1939, Hitler envahit le reste de la Tchécoslovaquie et met la main sur toute son industrie d'armement. Seulement 6 mois après leur signature, il vient de déchirer les accords de Munich. Et après avoir traversé la mer Baltique, Hitler s'empare du port lituanien de Memel où vit une population germanophone. Tout en commettant ce nouvel acte de piraterie internationale, Hitler envoie un message à la Pologne. Memel n'est situé qu'à 130 000 nautiques du corridor de Danzig, dont Hitler exige qu'il lui soit immédiatement cédé. Sinon, il s'en emparera lui-même. Après tout, qui osera l'arrêter? Depuis Londres, Maïski informe Litvinov que les Britanniques ne sont pas seulement sidérés, ils sont furieux parce que Hitler les a bernés à Munich. Cette fois, la coupe est pleine. La réaction des Français est identique. Et un autre sentiment se fait jour, la honte.
La honte d'avoir abandonné la Tchécoslovaquie pour rien. Puisqu'il va bien falloir arrêter ce gangster, la guerre avec l'Allemagne est pour la première fois acceptée comme une évidence fatale des deux côtés de la Manche. Chamberlain va enfin sonner l'heure de la révolte. Le 31 mars 1939, il donne à la Pologne sa garantie que si elle était attaquée, la Grande-Bretagne viendrait la défendre. Depuis Paris, soulagé de pouvoir enfin former une alliance militaire avec les Anglais, Daladier offre immédiatement la même garantie à la Pologne. Hitler a d'abord piqué une colère hystérique et juré de pulvériser la France et l'Angleterre. Mais il est bien obligé d'admettre que leur réaction imprévue bouleverse ses projets. La logique militaire veut que les Franco-Anglais cherchent désormais à le prendre en étau et s'allient le plus vite possible avec l'Union soviétique. Soudain, l'idée d'un pacte avec Staline pour leur couper l'herbe sous le pied ne lui paraît plus aussi absurde qu'avant. Juste irréalisable. Maïski rapporte à Litvinov que l'alliance militaire entre la Grande-Bretagne et l'Union soviétique est exigée par 9 Anglais sur 10. Selon la presse de plus en plus anxieuse, Chamberlain devrait même supplier Staline de s'allier immédiatement avec lui. Puisque rien ne vient, Staline ordonne à Maxime Litvinov de faire le premier pas. Litvinov propose ainsi à la France et à la Grande-Bretagne une alliance militaire immédiate. En plus de la Pologne, cette alliance devra également s'engager à défendre la Finlande, les États baltes et la Roumanie. Toute la frontière soviétique de la Baltique à la mer Noire. Lorsque Maïski est convoqué par Halifax, il est persuadé que la Grande Alliance n'est plus qu'une question de jours. Mais Halifax pinaille, c'est-à-dire que tout cela va un peu trop loin. À l'origine, nous ne voulions protéger que la Pologne. Maïski s'étonne, mais nous savons tous qu'Hitler ne s'arrêtera pas à la Pologne, n'est-ce pas? Et Halifax réclame du temps pour étudier tout cela. Du temps, comme si on avait le temps, a eu envie de lui hurler Maïski. D'autant qu'il y a toujours un problème à résoudre. La géographie est têtue. L'Union soviétique ne peut pas affronter l'Allemagne sans que l'armée rouge traverse la Pologne. Reçu en Grande-Bretagne, le colonel Beck est absolument ravi que les Anglais et les Français acceptent de le protéger d'Hitler. Mais lorsqu'Halifax lui demandera si la Pologne consentirait, pour le bien de tous, à laisser passer l'armée rouge par son territoire, Beck refuse. Le monde va s'écrouler et la Pologne avec, mais les Russes ne sont pas admis en terre polonaise. Et pourtant, personne ne songe un instant à insister auprès de Beck, qui va quitter la Grande-Bretagne sans que la question du passage de l'armée rouge ait été résolue. Maïski a invité à déjeuner ses soutiens britanniques, dont le cercle s'élargit depuis la garantie donnée à la Pologne. Lorsqu'on le prévient discrètement d'un télégramme urgent, Maïski s'isole. Le télégramme est inhabituellement signé de Staline en personne. Il lui annonce qu'en raison de son attitude déloyale, Maxime Litvinov a été démis de ses fonctions. C'est son ennemi juré Molotov qui le remplace. Molotov, ministre des Affaires étrangères. Sans aucune culture diplomatique, il ignore même le sens du mot dialogue. C'en est presque comique, se dit Maïski. Maïski est maintenant persuadé que Staline prépare une ouverture vis-à-vis de l'Allemagne. Une ouverture que Litvinov aurait refusée de toute son âme, mais qui ne pose aucun problème à Molotov.
Pour l'heure, conformément aux ordres de Molotov, Maïski annonce aux Britanniques que la proposition soviétique d'alliance militaire reste valable et attend d'ailleurs toujours une réponse. À Berlin, Ribbentrop interprète la révocation du juif Litvinov comme un nouvel appel du pied de Staline. Mais il ne parvient toujours pas à convaincre Hitler. Toutefois, toute la propagande anticommuniste cesse brutalement en Allemagne, tel un signal de fumée discrètement envoyé à Moscou. Pendant ce temps, Hitler utilise des activistes nazis pour faire monter la pression à Danzig. Mais Danzig n'est qu'un prétexte. Hitler a déjà secrètement fixé la date de l'invasion de toute la Pologne au 1er septembre 1939. Les états-majors français et britanniques ont accéléré leur coopération. Pour ces généraux, la garantie donnée à la Pologne signifie qu'il va falloir gagner une guerre. L'alliance avec l'Union soviétique est, comme le dit un général britannique, la seule chose à faire. Pourvu que les politiciens ne traînent pas. Le printemps et le début de l'été 1939 se passent en manœuvres diplomatiques et en négociations menées dans la plus grande confusion. Britanniques, Français et Soviétiques s'échangent propositions et contre-propositions alambiquées qui échouent toutes sur le cas de la Pologne, laquelle continue à refuser le passage de l'armée rouge sur son territoire. Seuls les Français et les Britanniques pourraient conjointement faire plier la Pologne, mais ils ne font pas véritablement d'efforts en ce sens. En réalité, alors que l'Europe court à sa perte, personne ne fait confiance à personne. À cela s'ajoute que Molotov est un personnage parfois à la limite de la grossièreté, ce qui ne facilite pas le dialogue. Quant à Staline, qui se méfie tout autant d'Hitler que des Occidentaux, il éprouve depuis Munich une haine toute personnelle envers Chamberlain. Et mi-juillet, il n'y a toujours aucune alliance militaire entre la France, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique pour prendre l'Allemagne nazie en étau. C'est au beau milieu de cette marmelade diplomatique que tombe une nouvelle stupéfiante. Les journaux révèlent que pendant tout ce temps, Chamberlain était en train d'essayer d'acheter Hitler par un vaste plan économique et des prêts avantageux. Acheter Hitler. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Chamberlain est resté persuadé qu'il était possible de s'entendre avec le dictateur nazi. Il s'agit d'une initiative personnelle du Premier ministre, dont il n'avait pas informé son cabinet. Chamberlain a même dû supplier Halifax, absolument fou de rage en apprenant la nouvelle, de rester au gouvernement. La pression populaire est désormais irrésistible. Chamberlain doit se résoudre à envoyer une délégation pour négocier une alliance militaire à Moscou. Depuis Paris, Daladier se joint immédiatement aux Britanniques et la nouvelle de la prochaine alliance militaire avec les Soviétiques est annoncée avec soulagement par toute la presse. Cette fois, Hitler autorise enfin Ribbentrop à tenter un rapprochement avec les Soviétiques dans le secret le plus absolu. Georgi Astakov, simple conseiller économique de l'ambassade soviétique de Berlin, a la surprise d'être convié à déjeuner par le diplomate allemand Karl Schnur dans un petit restaurant discret non loin du ministère des Affaires étrangères. Astakov est en réalité un agent du NKVD, ce que les Allemands savent parfaitement. Quant à Schnur, il agit sur ordre de Ribbentrop qui lui a rédigé un texte que le diplomate doit répéter à la virgule près. Dès que le repas est terminé, Karl Schnur lance « L'Allemagne a eu par le passé d'excellentes relations avec l'Union soviétique. » « Ça, c'était avant les nazis, » réplique Astakov. « Oui, mais si l'Union soviétique le désire, nous pourrions améliorer nos relations.
poursuit Schnur. Astakov le coupe. Impossible. Ne faites pas comme si Hitler n'avait jamais écrit Mein Kampf. Schnur éclate de rire. Allons, Georgi, ne prenez pas au sérieux un livre qui a été écrit il y a 15 ans. Je vous assure que nos priorités ont bien changé. Permettez-moi de vous dire que c'est très difficile à croire, répond Georgi Astakov. Pourquoi n'êtes-vous pas comme nous traités avec le plus grand mépris par les Anglais? L'argument semble faire mouche sur Astakov et Schnur poursuit. Je suis convaincu qu'il existe un terrain d'entente qui pourrait satisfaire nos intérêts communs. Continuez, dit simplement Astakov. Il n'y a aucun problème territorial entre nos deux pays, de la Baltique à la mer Noire, qui ne puisse être réglé très rapidement. Même vos ennuis avec nos amis japonais peuvent trouver une solution. Afin que vous vous sentiez parfaitement en sécurité, tout est négociable. Dans la rue, au moment de prendre congé, Astakov demande « Imaginons qu'un très haut responsable allemand s'entretienne avec un très haut responsable soviétique. Est-ce qu'il tiendrait exactement les mêmes propos que vous ?» « Mais bien entendu, » répond Schnur. 2 jours plus tard, par télégramme ultra-secret à Astakov, Molotov se dit intéressé par les ouvertures allemandes. Astakov transmet à Schnur, qui transmet à Ribbentrop, qui transmet à Hitler. Le 2 août 1939, Ribbentrop transmet dans le secret le plus absolu à Molotov une offre d'arrangement territorial de la Baltique à la mer Noire en précisant qu'elle est très urgente et ne restera pas valable très longtemps. Le pacte germano-soviétique est maintenant sur la table. Pour Staline, la proposition d'Hitler est tout simplement irrésistible. Il y voit immédiatement l'opportunité de récupérer d'un seul coup tous les territoires perdus après la révolution russe. Maïski, qui ignore tout de l'offre d'Hitler à Staline, relève que les Anglais ont une conception très originale de l'urgence. Il leur a fallu 12 jours pour désigner les membres de la mission militaire qui doit se rendre à Moscou. Mais ce qui l'inquiète franchement, c'est que cette mission est dirigée par l'amiral Drax, côté anglais, et le général Doumenc, côté français. 2 braves officiers que Staline a déjà surnommés Amiral Nobody et Général je ne sais qui. Maïski avait pourtant insisté sur la désignation de personnalités de premier plan. Il avait aussi vivement suggéré que la délégation se rende à Moscou en avion. Mais la mission militaire embarque sur le City of Exeter, le cargo le plus lent de la flotte britannique. With the arrival in the capital of the British and French service missions for the staff talks, the British delegation is headed by Admiral Sir Reginald Plunkett Ernley Earl Drax, and the French by General Dumont. They are met at the station by a whole lot of charming Russian gentlemen with quite unpronounceable names. So where so far the politicians seem to have failed, perhaps the military experts will succeed. Côté soviétique, les pourparlers seront conduits par le maréchal Voroshilov, ministre de la Défense, membre du premier cercle. Au cours de la première réunion, Voroshilov posera sur la table les documents attestant de ses pleins pouvoirs diplomatiques et demandera à voir ceux de Drax et Doumenc. Doumenc présentera une lettre de délégation signée par Daladier. Quant à Drax, manifestement très déconcerté, il répondra après un long silence qu'il ne dispose d'aucun document de la sorte. Le négociateur britannique n'est pas autorisé à négocier par son gouvernement. C'est regrettable, répond Voroshilov, qui ouvre tout de même la séance avant de poser la seule question qui compte. L'armée rouge aura-t-elle, oui ou non, l'autorisation de passer par la Pologne pour faire la guerre à Hitler?
Douminc, Drax et 5 années de diplomatie occidentale sont maintenant dos au mur. Nous nous reverrons lorsque la Pologne aura donné son autorisation, conclut Voroshilov. Panique à Londres, où Halifax supplie la Pologne de bien vouloir, etc., etc. À Varsovie, pression désordonnée de la diplomatie française auprès du colonel Beck, qui comprend tout à fait l'urgence de la situation, mais demande du temps pour réfléchir. Il ne reste plus que 15 jours avant l'invasion de la Pologne, secrètement fixée au 1er septembre. L'ambassadeur d'Allemagne, Friedrich Werner von der Schulenburg, se rend de toute urgence chez Molotov pour le prier de bien vouloir recevoir Ribbentrop à Moscou. « Votre proposition territoriale est intéressante, » lui répond Molotov. « Mais elle ne suffit pas. Nous voulons avoir la certitude que jamais vous ne nous attaquerez. L'Allemagne est-elle prête à signer un pacte de non-agression avec l'Union soviétique ? » « Oui, bien sûr, » répond Schulenburg, qui ajoute « S'il vous plaît, le temps presse. » Mais Staline a décidé de prendre son temps, histoire de faire encore monter les enchères. Après avoir laissé mariner les Allemands 4 jours, Molotov convoque Schulenburg et lui remet une proposition de pacte de non-agression. Monsieur Ribbentrop peut venir à Moscou, disons à partir du 27 août. Le 27 août? Mais c'est beaucoup trop tard, se lamente l'ambassadeur. À bout de patience, Hitler décide d'écrire personnellement à Staline. Par une lettre directe et amicale, il le prie de bien vouloir accepter la venue de Ribbentrop au plus tard le 23 août. Dès le lendemain, Schulenburg remet la lettre d'Hitler à Molotov, qui se montre impressionné. La lettre d'Hitler fait également impression sur Staline. C'est la toute première fois qu'un chef d'État lui écrit personnellement. Staline répond à Hitler qu'il accepte la venue de Ribbentrop le 23 août. Dans la foulée, l'agence de presse du Kremlin révèle au monde entier qu'un pacte de non-agression va être signé entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique. À Paris, Édouard Daladier réagit de manière froide et pragmatique. Il va faire interdire tous les journaux communistes et bientôt le Parti communiste lui-même, désignant ainsi Staline comme le seul coupable de ce fiasco diplomatique. À Londres, le sol se dérobe littéralement sous les pieds de Chamberlain qui dénonce la trahison de Staline. Alors qu'en réalité, il comptait faire traîner le plus longtemps possible les négociations avec les soviétiques, espérant toujours trouver un accord de dernière minute avec Hitler. Quant à Maïski, il a appris la nouvelle par la presse comme tout le monde. L'ambassadeur est complètement anéanti, mais pas surpris. Depuis 5 ans, même la menace nazie n'a pas permis de surmonter la défiance mutuelle entre l'Occident et l'Union soviétique. Ribbentrop s'en va accomplir son chef-d'œuvre diplomatique. Ivre de bonheur, Hitler lui a prêté son avion personnel pour se rendre à Moscou. L'ambassadeur Schulenburg attend son ministre en grande tenue. Ribbentrop a exigé d'être filmé seul à sa descente. Les 30 membres de la délégation allemande vont patienter dans l'avion.
Schulenburg et Ribbentrop vont être conduits au Kremlin. Ils s'attendent à traiter avec Molotov. Mais c'est Staline en personne qui les reçoit. Les ultimes discussions du pacte de non-agression ne soulèvent pas de difficultés majeures. Staline en a juste fait rayer le préambule grandiloquent rédigé par Ribbentrop. Mentionner l'amitié naturelle entre nos deux pays est grotesque, alors que nous nous sommes versés des seaux de merde sur la tête depuis tant d'années. Seul le pacte de non-agression sera rendu public aux yeux du monde. Les revendications territoriales de Staline, de la Baltique à la mer Noire, font l'objet d'un protocole secret annexé au pacte. L'affaire est pliée vers 1h du matin. Jamais un accord de cette importance n'aura été conclu en si peu de temps. Hitler, fou de joie, est descendu du Berghof pour attendre Ribbentrop, qui doit se poser à Berlin en début de soirée. Ribbentrop a assuré Hitler que désormais, privés du soutien des Soviétiques, les Anglais abandonneront la Pologne comme ils ont abandonné la Tchécoslovaquie. Hitler accueille son ministre en héros. Il ne pouvait pas rêver mieux. Désormais assuré d'avoir les mains totalement libres, Hitler lâche ses troupes sur la Pologne. Le dictateur reste convaincu que les Britanniques ne réagiront pas. Sauf que Chamberlain et Daladier lui déclarent tout de même la guerre 3 jours plus tard. Hitler se tourne alors vers Ribbentrop, qui passe subitement du statut de héros à celui de sombre crétin, et lui demande « Et maintenant ?» « Nous sommes en guerre contre la France et l'Angleterre », marmonne Ribbentrop. Par chance pour Hitler, Français et Britanniques commettent l'erreur grossière de ne pas passer à l'offensive alors que les troupes allemandes sont occupées en Pologne. La Pologne est ainsi rapidement conquise. Mais le 17 septembre, à la stupéfaction de ses généraux, Hitler ordonne l'évacuation de la moitié orientale, qui est envahie par l'armée rouge, officiellement pour protéger les minorités ukrainiennes. En réalité, Hitler et Staline commencent à mettre en œuvre les protocoles secrets. Soldats allemands et soviétiques se rencontrent le long de la nouvelle frontière qui coupe désormais la Pologne en deux. Les officiers allemands découvrent à cette occasion que leurs homologues soviétiques sont souvent bien jeunes, inexpérimentés et sans esprit d'initiative. Résultat évident des purges. Staline fait secrètement déporter 400 000 Polonais jugés non soviétisables. Et 25 000 d'entre eux, principalement des officiers, seront exécutés par le NKVD et enterrés à Katyn, en Biélorussie. Staline s'empare ensuite de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie et fait déporter 60 000 personnes. En novembre 1939, il attaque la Finlande et l'oblige à céder une bande de territoire pour sécuriser la ville de Leningrad. En juin 1940, la Roumanie cède la Bessarabie à l'Union soviétique. Staline déporte 15 000 personnes supplémentaires. C'était le dernier acte des protocoles secrets
et l'Union soviétique a retrouvé les frontières de la Russie d'avant la Révolution. Au même moment, l'armée allemande met l'Europe de l'Ouest à genoux en quelques semaines, et la Grande-Bretagne se retrouve seule face à Hitler. Le pacte germano-soviétique permet à Hitler d'éliminer ses adversaires un par un. Et il a aussi bien d'autres avantages. Alors que Molotov est reçu en grande pompe à Berlin, l'Union soviétique participe activement à l'effort de guerre nazi en livrant à l'Allemagne des centaines de milliers de tonnes de céréales, de métaux et de pétrole. Petit geste commercial de Staline, les communistes allemands réfugiés en Union soviétique ont été livrés à Hitler. Des années plus tard, Molotov prétendra que ce pacte de non-agression était une ruse de Staline pour gagner du temps et mieux préparer une guerre qu'il savait inéluctable. Rien n'est plus faux. Staline et Molotov sont complètement entrés dans le jeu d'Hitler. Ils sont persuadés que le dictateur nazi tiendra sa parole et laissera l'Union soviétique en paix. Sans directive de Moscou, ostracisé par les Britanniques à cause du pacte, Maïski ne surnage que par sa relation privilégiée qu'il entretient avec le nouveau Premier ministre, Churchill. Et Churchill le prévient, preuve très convaincante à l'appui, de l'invasion imminente de l'Union soviétique. Information que Maïski transmet immédiatement à Moscou. Au moins une cinquantaine de sources fiables avertissent Staline qu'Hitler s'apprête à déchirer le pacte de non-agression. Mais Staline refuse de les croire et en fait même exécuter certaines pour désinformation. Alors même que les premières lignes soviétiques se font désintégrer, Staline reste encore persuadé pendant quelques heures qu'Hitler a été victime d'un coup d'État et que l'attaque est dirigée par des généraux rebelles. Tout plutôt qu'admettre que Hitler vient de le rouler dans la farine comme les autres. Et l'Union soviétique se retrouve enfin, et par la force des événements, dans le même camp que la Grande-Bretagne. Les Alliés n'ont eu aucune envie d'embarrasser Staline à propos de son pacte malencontreux avec Hitler. La priorité a d'abord été de gagner la guerre, puis de se partager le monde en zone d'influence. L'Union soviétique est maintenant une puissance incontournable et le prestige international de Staline ne cesse de croître. Mais s'il était un jour prouvé que le pacte germano-soviétique n'était pas seulement un pacte de non-agression et que Staline s'était secrètement partagé des territoires avec les nazis, cela porterait un sale coup à son prestige et à celui de l'Union soviétique. Par chance, l'unique preuve en circulation, l'exemplaire allemand des protocoles secrets, a été récupéré par l'Armée rouge dans les ruines de Berlin. Bien à l'abri à Moscou, les protocoles secrets ont été rangés parmi les secrets d'État absolus. Ribbentrop sera condamné à mort en 1946 pour complot, crime contre la paix, crime de guerre et crime contre l'humanité. Maxime Litvinov s'éteindra paisiblement en 1951. S'il n'a pas été purgé définitivement, c'est par pur hasard, dira Molotov. Molotov mourra en 1986, après avoir nié jusqu'à son dernier souffle l'existence des protocoles secrets, qui seront officiellement reconnus par l'Union soviétique en 1989.
En février 1953, Staline ordonne la purge définitive d'Ivan Maïski. Mais Maïski sauve encore une fois sa peau. Staline meurt en effet quelques jours plus tard.